Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, l'enquête sur le drame de Strépy-Bracny. L'identité du conducteur de la voiture qui a foncé dans la foule est connue. Son profil se précise. Détail en direct avec Martin Collier et avec notre invité en plateau, le procureur général de Mons. Cet accident a fait 6 morts. Les hommages sont nombreux dans la région du centre. Nous prendrons également des nouvelles des 10 blessés graves avec Thomas Dechamps. Des questions aussi sur les aménagements pour plus de sécurité sur nos routes. Parfois, il tarde à se concrétiser. Parfois, il n'empêche pas le pire. Reportage dans un instant. La guerre en Ukraine, voici ce qu'il reste dans le centre commercial de Kiev. 8 morts au moins sur place. La Russie affirme que des munitions étaient entreposées dans ce bâtiment. Enfin, embarquement pour un long voyage sous le signe de la solidarité. Ce bus a rejoint la frontière ukrainienne et a ramené des étudiants et des familles chez nous. Un voyage fait de séparation et d'espoir. Bonsoir à tous. On en sait donc plus sur le conducteur du véhicule qui a fauché des participants du carnaval de Strépy-Bracny. Il s'appelle Paolo, il a 34 ans et il y a 5 ans à peine, il avait été déchu de son permis de conduire. L'homme est apparemment un adepte de l'excès de vitesse. Martin Collier. À gauche, sur cette photo, voici le conducteur de la BMW à l'origine du drame. L'information est confirmée par le parquet général. Il s'agit de Paolo F, 34 ans, originaire de La Louvière. Dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux, il se présente comme étant un adepte de la vitesse, comme sur ces images filmées à quelques kilomètres à peine des lieux de l'accident. Aujourd'hui, on apprend que l'homme est connu de la justice. Il avait déjà écopé d'un retrait de permis. Je confirme qu'un des deux a déjà été condamné pour des faits de roulage en 2017. Il s'agit probablement de faits relativement graves. Des infractions graves dont les raisons peuvent être diverses, excès de vitesse ou conduite sous influence. Dans tous les cas, cela nécessite le passage de plusieurs examens. Dans le cadre de la commission de certaines infractions, de certains faits de roulage, des faits graves, le tribunal de police peut conditionner la restitution du permis de conduire après une déchéance au passage de 4 examens, un examen pratique, un examen théorique, un examen médical et un examen psychologique. Aujourd'hui, le parquet confirme également que les 2 hommes ont été contrôlés positifs à l'alcool. Pour le conducteur, il s'agit d'une intoxication qualifiée de légère et qui n'entraîne pas un retrait de permis. Le passager, lui, est contrôlé à un taux plus élevé. Quant à la présence de stupéfiants, les résultats des premiers tests sont négatifs. D'après les premiers résultats de l'enquête, les 2 hommes revenaient de boîte de nuit. Depuis hier, les enquêteurs tentent de retracer le parcours exact de la voiture grâce notamment aux images de vidéosurveillance. Sur celle-ci, on y voit une foule se déplacer. Il s'agirait du groupe de Gilles qui a été touché. Quelques minutes plus tard, on y aperçoit un véhicule roulant à vive allure. Nous avons choisi de ne pas vous le montrer. Aux images doivent s'ajouter les analyses médico-légales, toxicologiques et les témoignages. Les 2 occupants de la voiture seront auditionnés par la juge d'instruction. Effectivement, ces auditions des 2 auteurs présumés, conducteurs et passagers, sont programmées ce soir à Tournai où nous rejoignons Martin Collier. Alors les 2 hommes seront-ils inculpés, placés sous mandat d'arrêt ou libérés? Bonsoir Martin. La juge d'instruction a jusque demain matin pour se décider. Oui, tout à fait Nathalie, elle a même jusqu'à demain matin, 5h du matin très précisément. Pourquoi ? Eh bien parce que à ce moment-là, le délai de la détention préventive touchera à sa fin. Cette détention préventive, elle dure 48 heures et après ce délai, eh bien la juge d'instruction va devoir décider de délivrer ou non un mandat d'arrêt à l'encontre de l'un ou des 2 occupants de la voiture et ce sera un moment tout à fait intéressant dans l'enquête puisque à ce moment-là, on connaîtra les chefs d'inculpation. Vous savez que pour l'instant, une enquête est ouverte pour meurtre, mais ces faits pourraient être requalifiés, par exemple en entrave méchante à la circulation avec circonstances de mort. C'est donc une étape tout à fait essentielle de l'enquête qui va se dérouler ce soir. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures. Merci à vous Martin pour ces informations en direct et pour en savoir plus, un invité avec nous en plateau, c'est le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna. Bonsoir, merci d'être avec nous. Une petite explication d'abord pour que l'on comprenne bien comment expliquer les longues heures d'incertitude concernant l'identité du conducteur. Il y avait 2 personnes à bord de ce véhicule fou. Oui, effectivement, mais quand la police arrive, elles sont toutes les 2 sorties. Et donc, il a fallu attendre des images des caméras de surveillance
Il y en avait présentes sur place pour savoir en fait qui était le chauffeur et qui était le convoyeur. On avait bien une idée, mais on a voulu attendre cette certitude avant de tirer les conséquences. Les deux hommes étaient sortis du véhicule et ils attendaient une interpellation ou des secours. La police est arrivée assez vite après, donc elle les a interpellés, mais ils étaient déjà sortis du véhicule, oui. Alors maintenant, on sait qui est le conducteur. On sait aussi que dans le passé, il y a 5 ans, il a eu une déchéance de permis de conduire. Est-ce que cela fait ou ferait de lui, d'office, un récidiviste? Non, parce qu'il a repassé les examens, en fait, donc il a récupéré le droit de conduire, en quelque sorte. Mais c'est un élément que le juge appréciera. Et qu'en est-il aussi de ces images que l'on a vues circuler où il se présente lui-même comme un adepte de la vitesse, de l'excès de vitesse même? Ça peut donner un éclairage sur la personnalité du conducteur, mais ce n'est pas une infraction. Il faut, pour qu'il y ait une infraction, que ça soit mesuré, que ça soit établi. Mais ça donne une indication sur la personnalité du chauffeur. Il faudra aussi déterminer le caractère intentionnel ou non de l'impact. Il y a des éléments objectifs à votre disposition, un ralentissement, plusieurs impacts, une reprise de vitesse. De quoi disposez-vous? C'est le nœud du dossier, le caractère intentionnel ou pas. Et c'est important parce qu'évidemment, la nature de la peine est différente, suivant que c'est volontaire ou que ce n'est pas volontaire. Il faudra prendre en considération différents éléments. La vitesse du véhicule, y a-t-il eu freinage? Pourquoi a-t-il continué encore 1 kilomètre après les impacts? Mais c'est un peu tôt pour répondre à cette question. On attend encore différents éléments dans l'enquête. La police, on le disait, a relevé une légère intoxication alcoolique, c'est-à-dire, c'est très précis en fait. Oui, c'est 0,29 grammes par millilitre alvéolaire expiré. Pour le conducteur? Pour le conducteur, tout à fait. C'est léger, mais on est néanmoins au stade d'une infraction. C'est 0,22 qui est autorisé, c'est juste. 0,22 est la limite, effectivement, et entre 0,22 et 0,35, c'est l'immobilisation pendant 3 heures. Vous ne pouvez pas conduire pendant 3 heures. Et quant aux passagers, on sait aussi s'il y avait... Le passager, c'est un peu plus, c'est 0,41, mais lui n'était pas au volant. Un passager qui affirme aujourd'hui que c'était un accident, qu'il dormait, c'est exact? Je ne vais pas me prononcer sur les auditions parce que les suspects vont comparaître devant le juge d'instruction et donc je laisse le juge d'instruction apprécier. Effectivement, audition prévue ce soir. Je vous propose de rester avec nous parce qu'il y a l'enquête d'un côté, il y a aussi l'émotion et les hommages de l'autre. Depuis la fin de la matinée, un registre de condoléances est ouvert à l'hôtel de ville de la Louvière. De près ou de loin, les habitants de la région du centre connaissent tous au moins une des 6 victimes ou au moins un des nombreux blessés. Raphaël Albardier, Thierry Eblom et Mathieu Van Winkel. Il a tenu à être parmi les premiers à signer le registre de condoléances. La casquette et les couleurs de son club de foot en évidence. Parce que parmi les victimes, il y a un ami d'abord, mais qui était aussi un steward qui ne manquait jamais aucun match. J'étais choqué, j'en pouvais plus. D'ailleurs, toute l'après-midi, j'ai eu le cœur gros. J'en ai pleuré parce qu'en plus, j'ai perdu un ami. Donc, c'est triste. Et pour toute la famille, et pour tous les gens qui étaient là-bas, vous pensez bien le carnaval, ils étaient tous heureux de faire le carnaval et qu'on a dû tout arrêter. Parmi les victimes de Strépy, on retrouve aussi un supporter du même club de foot. Il travaillait dans ce supermarché louviérois. Il était aussi délégué syndical. Ici, le personnel a pris le temps pour digérer la nouvelle, même si c'est difficile. On n'aurait jamais imaginé ça et c'est vrai que c'est un choc. En plus, dans des circonstances comme celle-là, c'est tragique. Voilà, c'est de l'émotion, c'est du recueillement. Voilà, je pense qu'on exprime chacun à sa façon et moi, enfin, honnêtement, me concernant au niveau de la délégation, la meilleure chose pour lui rendre hommage, c'est de lui dire que c'était un bon camarade, un bon copain et honnêtement, il va nous manquer, franchement. Continuer à travailler malgré tout, malgré les questions, l'incompréhension, même si la disparition aussi brutale d'un collègue ne laisse personne indifférent. J'ai pas vraiment eu connaissance avec lui, mais je sais que mes collègues ont été touchés et j'habite à Strépy-Bracny, donc j'ai été touchée moi aussi par une personne que je connais qui est décédée aussi lors de cet accident, on va dire. Une autre personne par ailleurs? Oui, une personne proche qui est le tonton d'une bonne amie à moi. Tout le monde à la Louvière semble connaître de près ou de loin une victime de l'accident de Strépy. Le sentiment d'avoir été aussi un peu touché par le drame est collectif.
Oui, je vous rappelle le bilan, 6 morts, de nombreux blessés, dont 10 graves. Ils sont répartis dans 4 hôpitaux de la région, notamment à l'hôpital Marie Curie, à Laux-de-Linsart, où nous rejoignons Thomas Deschamps. Bonsoir Thomas, quelles sont les dernières nouvelles, l'évolution de l'état de santé de ces blessés ? Bonsoir Nathalie. Eh bien, écoutez, même si ce soir, ce chiffre de 10 blessés graves n'a pas encore baissé, quelques nouvelles rassurantes nous sont tout de même parvenues, puisque, par exemple, ici, à Charleroi, dans l'hôpital qui se trouve derrière moi, eh bien, l'une de ces personnes a pu quitter les soins intensifs, ce qui est évidemment toujours bon signe. On a aussi appris que dans un hôpital de la Louvière, cette fois, eh bien là, 3 autres personnes ont vu leur état de santé se stabiliser, ce qui signifie concrètement, eh bien, que leurs jours ne sont plus en danger. Restent donc 6 autres personnes, à propos desquels les médecins se refusent pour le moment un nouveau diagnostic, mais cela ne signifie pas que ce diagnostic ne peut pas évoluer dans les jours qui viennent. Quant aux 27 autres personnes blessées plus légèrement, eh bien, d'après nos informations, elles ont toutes pu regagner leur domicile, soit hier soir, soit aujourd'hui, ce qui ne signifie pas non plus qu'elles soient indemnes à l'heure où nous parlons. Je vous propose d'ailleurs de découvrir quelques témoignages dans ce sujet réalisé avec Sofia Kotsoglou, Thierry Cassard et Thierry Heiblom. Lui estime s'en tirer à bon compte. Pourtant, rien ne prédestinait ce Gilles à souffrir de multiples fractures et hématomes en ce début de carnaval. Des blessures qu'il n'a pas tout de suite ressenties lors de cette funeste nuit où il s'est réveillé au milieu d'autres blessés. C'est 2 heures après qu'on m'a dit, Fabrice, écoute, t'as un gros hématome au front, faut que tu ailles à l'hôpital, t'as un crin, il faut passer des examens. Plusieurs semaines de convalescence l'attendent, mais si le corps est marqué, l'esprit l'est encore bien plus. Et pour Fabrice, il ne fait aucun doute que c'est la plaie qui mettra le plus de temps à se refermer. C'est ce qu'on a dans la tête. J'ai envie de pleurer. C'est triste de voir ça. Je serai marquée à vie. Et tous mes amis qui sont peut-être plus là, je sais pas. Les criminels, pour moi c'est des criminels. Mais bon, je vais me reposer, je ferai avec. J'ai pas le choix. La vie continue pour moi, la chance que j'ai. Alors que plusieurs personnes sont encore entre la vie et la mort, les blessés plus légers du drame de Strépy rechignent souvent à parler de leurs maux. Cet échevin de la ville de la Louvière, qui a encore du mal à se déplacer, n'a pas encore osé appeler l'assistance psychologique, mais commence à y penser. On a le soutien de psy de la ville et tout, donc je pourrais le faire. Moi, j'ai la chance que j'ai encore ma famille, j'ai mes frères, j'ai les amis, j'ai beaucoup de monde autour de moi, donc ça fait passer l'histoire. Maintenant, voilà, sur le site de la ville, il y a toutes les infos, on peut téléphoner, et je pense il faudra passer par là. Dans ces villages où tous les adeptes du carnaval se connaissent bien, le plus dur reste encore l'attente des nouvelles des plus gravement touchés, et donc toujours hospitalisés. À suivre dans ce journal, la guerre en Ukraine et le sort terrible de jeunes enfants blessés alors qu'ils tentaient de fuir Mariupol. Dans cette ville portuaire, l'armée russe a quasi tout détruit. Et puis, sourire et bonne nouvelle tout de même, nous reviendrons sur ce nouveau trophée mondial remporté par les Belgian Tornado. Et pour refermer ce journal et avant de donner la parole à Sacha Daout et ses invités dans QR, vous prendrez bien ces quelques fleurs, celles des magnolias. Les arbres et leurs floraisons roses ou blanches s'épanouissent sous un beau soleil en ce moment. De quoi donner le sourire en ce premier jour de printemps. Belle soirée à vous, merci de nous suivre et à demain.